Bonjour à tous, merci de venir à cette masterclass que nous allons faire en duo parce qu'on a trouvé que c'était plus sympathique que seul. Alors je m'appelle Marie-France Thévenon, je suis chercheur, je travaille dans l'unité de recherche biomasse, bois, énergie et bioproduits du CIRAD à Montpellier. Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Besserer, je suis enseignant à l'ENSTIB, donc l'autre école du bois à Épinal, et je fais ma recherche au LERMAB, laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois, plus particulièrement dans le domaine de la dégradation du bois par les champignons ou de la conversion du bois en biomatériaux. Alors on nous a demandé d'intervenir auprès de vous pour une masterclass sous l'égide du GDR Sciences du Bois, donc on remercie de nous avoir donné cette opportunité. On nous a demandé de venir faire une masterclass sur la durabilité du bois, mais dans la durabilité du bois, il y a plein de choses différentes, donc du coup on voudrait vous dire que cette durabilité du bois, eh bien, ce sera de la durabilité naturelle et de la durabilité biologique. On va par exemple ne pas s'intéresser à la durabilité du bois d'une manière mécanique, ce qui pourrait aussi s'entendre. Alors le bois, vous savez tous comment pousse un arbre, hein. Le bois, c'est un super matériau qui est issu d'un arbre. Et c'est un matériau qui est très intéressant puisque il a dans l'arbre la fonction de soutien, dans l'aubier, dans la partie vivante de l'arbre, dans la partie aubieuse, il y a aussi la fonction de conduction et de stockage d'amidon. Et puis surtout ce qui est très important, c'est le soutien mécanique qu'on va avoir et dans l'aubier et dans le duramen. Et ce bois qui a une très bonne résistance mécanique, eh ben, il est super intéressant parce que du fait de sa constitution, il vient il est créé grâce à la photosynthèse qui est faite dans les végétaux chlorophylliens que sont les arbres. Eh bien, il peut permettre le stockage de carbone, je vous prie de m'excuser, il peut permettre le stockage de carbone et du coup c'est très intéressant d'utiliser du bois puisque ça va permettre de stocker du carbone, donc du coup de l'enlever de l'atmosphère. Donc le but du jeu c'est utiliser du bois. Alors on est tous là pour ça, promouvoir l'usage du bois. Je vous prie de m'excuser. Alors le bois, il a une structure et une composition particulières. Vous connaissez tous cette rondelle d'arbre où on a les écorces, le cambium qui est l'assise génératrice libéroligneuse qui va produire du bois vers l'intérieur, l'aubier, la partie qui est toujours vivante dans laquelle on a la conduction de sève, le stockage d'amidon et aussi le soutien mécanique, et le duramen qui est une partie qu'on pourrait dire physiologiquement morte, dans laquelle on n'a plus que la fonction de soutien mécanique. Alors ce qui est très important pour les notions de durabilité du bois, c'est de savoir que on a une constitution chimique qui est un petit peu différente du duramen et de l'aubier, c'est-à-dire que dans le duramen et dans l'aubier, on a la cellulose et les hémicelluloses, des polysaccharides. On a aussi de la lignine. Là, la lignine est fabriquée à partir de 3 monomères de phénol, donc c'est quelque chose de très différent. On a des matières minérales, sodium, calcium, magnésium, potassium et surtout silice qui est important. Et dans le duramen, c'est-à-dire dans la partie un petit peu plus foncée, la partie qui est physiologiquement morte, on a ce qu'on appelle les extractibles. C'est-à-dire que lorsque votre cellule elle va passer de l'aubier au duramen, on a un phénomène, le dernier soubresaut physiologique va être la duraminisation. Et grâce à des précurseurs qu'on a dans l'aubier, on a toute une famille diverse et variée de molécules qui va être dans le duramen. On appelle ces molécules les extractibles, on les appelle aussi les métabolites secondaires et de plus en plus on a tendance à les appeler les métabolites essentiels. C'est-à-dire qu'en fait on peut les enlever de la paroi du bois sans faire atteinte à la structure. C'est pour ça qu'on les appelle les extractibles. Et puis enfin, donc ça c'est que dans le duramen. Et ces extractibles, on verra tout à l'heure, pourront apporter de leur diversité et de leur fonction, pourront apporter une durabilité naturelle au duramen. Et puis dans l'aubier, on a de la sève et puis on a des petites réserves d'amidon. C'est-à-dire que quand par la photosynthèse, on a beaucoup de sucre et tout n'est pas utilisé, on a des réserves. Et chez les végétaux, les réserves, c'est de l'amidon. Alors on a
une structure, une composition qui est plus ou moins intéressante si on a une petite bête qui croque le bois. Et puis ce qui est aussi très très important, c'est que le bois c'est un matériau hygroscopique. Le bois a une relation à l'eau qui est très particulière, c'est-à-dire qu'il peut absorber de l'eau qui est de la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère et en relarguer. C'est les phénomènes qu'on observe quand on attrape de l'eau dans le gonflement et quand ça relargue de l'eau dans le retrait. C'est un matériau hygroscopique. Donc en fait ce matériau c'est une structure, des fibres qui vont avoir une paroi et au milieu un vide, le lumen. Donc ça va être une série d'espaces limités, orientés. Vous avez 3 plans dans le bois, radial, longitudinal et tangentiel. Et c'est communicant pour que la sève passe. On a des petits trous, on a des ponctuations, donc ça communique. Et puis, dans ces parois du bois, on a vu tout à l'heure qu'on avait cellulose, hémicellulose, lignine, on avait des matières minérales, donc on a des sources trophiques potentielles. Donc en fait, le bois, c'est un compartiment trophique et c'est aussi un habitat pour des organismes colonisateurs. Alors le but du jeu, c'est de faire durer un matériau biodégradable. On sait tous que le bois, c'est biodégradable. Alors effectivement, en forêt, quand on a un arbre qui va tomber, il ne va pas rester là en l'état pendant très longtemps. Il va être dégradé par des insectes et des champignons essentiellement qu'on appelle des organismes lignivores. Le bois est donc un matériau super intéressant puisque c'est un stock de carbone. Donc le but du jeu c'est de stocker le carbone le plus longtemps possible. Mais c'est aussi un matériau biodégradable et il y a plein de petits organismes très divers, très variés avec des successions biologiques diverses qui sont possibles qui vont être là dans la nature pour dégrader le bois mort qui va tomber en forêt. Mais à partir du moment où vous allez utiliser le bois comme un bois d'œuvre, les petits organismes lignivores, eux, ils continuent à faire leur métier. Ils vont continuer à dégrader le bois. Et vous n'avez pas envie de ça, en tant qu'utilisateur de bois. Donc, le but du jeu, qui est un peu compliqué et paradoxal, c'est de faire durer un matériau biodégradable. Alors, quand on va utiliser le bois, vous en tant que futurs acteurs de la filière bois, vous allez utiliser le bois et vous allez le placer dans des conditions diverses et variées. Une table, une poutre, un bardage, une paroi bois, voilà, un parquet, un platelage. Vous allez le mettre dans des tas de situations différentes. Et pour qu'on puisse tous parler le même langage, il existe un document normatif européen qui s'appelle l'EN 335 qui va vous dire en fonction de l'endroit où vous allez placer votre bois, quelle classe d'emploi, de quelle classe d'emploi il s'agit. Ça va vous donner la définition, l'application au bois massif et aux matériaux à base de bois. Donc grosso modo, vous avez des classes d'emploi qui sont finalement assujetties à l'humidité que peut avoir le bois. C'est-à-dire la classe d'emploi 1, c'est une table, mon bois il ne va jamais être plus humide que 10, 16, 18%. La classe d'emploi 2, ça va être une charpente qui peut avoir un peu d'humidité le temps qu'on la mette hors d'eau avec la couverture et puis on peut avoir quelques petites reprises d'humidité. Et la classe d'emploi 3, c'est au-dessus du sol, sans contact avec le sol, mais en extérieur. Alors la classe d'emploi 3.1, ça va être quelque chose d'abrité, par exemple un bardage avec un avant-toit. Et la classe 3.2, ça va être au-dessus du sol, en extérieur, non abrité, par exemple au-dessus d'une pergola. Donc vous allez avoir des reprises d'humidité qui vont être différentes. Et enfin la classe d'emploi 4, qui est une classe d'emploi en extérieur, en contact direct avec le sol et ou l'eau fraîche. Et puis on a une classe d'emploi 5, c'est le contact avec l'eau salée. Donc en fait, en fonction de ces usages, eh bien, on va avoir la chaleur, l'humidité, le bois en service et on va avoir la possibilité d'avoir des insectes et des champignons qui vont pouvoir venir dégrader le bois. Alors ici, un petit récapitulatif. En fonction de la teneur en eau du bois, vous allez avoir des dégradations biologiques possibles différentes. Alors, une petite remarque. Donc, vous savez que vous allez chercher des champignons quand il fait un petit peu humide, un petit peu doux. Dans le bois, c'est pareil. Les champignons, ils vont pousser que s'il y a de l'humidité. Si vous avez un bois qui est très sec, pas de champignons. En revanche, les insectes, on va avoir deux types d'insectes, deux grandes catégories d'insectes. Les insectes de bois sec et puis je vais vous parler des termites. Alors ici, on ne va pas vous parler de tous les insectes qu'on va pouvoir trouver en forêt, par exemple sur le bois frais, comme par exemple les scolites, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler. On va vous parler que du bois mis en œuvre. Pour les champignons, ce sera pareil aussi avec Arnaud tout à l'heure. Alors les termites, c'est particulier puisque
les termites, alors c'est un termite, attention, hein. Les termites peuvent venir croquer du bois sec, mais ils vivent dans le sol aussi. Pour les termites souterrains, ils peuvent aussi survivre à des humidités assez importantes et croquer du bois humide. Au niveau des insectes, on a deux grandes catégories. On a les insectes qu'on appelle à larves xylophages. Parfois, on dit les insectes ILX, les ilex. Et ce sont des coléoptères. Alors, les coléoptères, par exemple, ici, il y en a plein de différents. Et aujourd'hui, on n'a qu'une heure pour vous parler d'un panel très très large et de la durabilité qui est très très transversale, donc on ne pourra pas vous faire des catalogues d'organismes, hein. C'est vraiment pour vous donner les grands points. Donc on a le capricorne, alors ici un capricorne adulte qui ne va pas manger le bois, mais qui va pondre un œuf et sa larve elle va se développer et elle va croquer le bois. Donc vous voyez bien, on a une grosse différence entre l'aspect de l'adulte et l'aspect de la larve. Donc ça, ce sont les coléoptères. On n'a que la larve qui va dégrader le bois sec. La température, elle est très importante, c'est-à-dire qu'en général, à des températures en dessous de 10 degrés, cette larve, elle va se mettre en dormance, et puis quand la température va passer au-dessus de 10 degrés, hop, elle va se remettre à croquer le bois. Donc là, on a quelque chose de mécanique, des mandibules, croc, 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 qui croquent le bois, et une digestion. La dégradation du bois se fait par les mandibules, mais ce qui est digéré essentiellement, ce sont les grains d'amidon. Donc les grains d'amidon, c'est du stockage, et le stockage, c'est essentiellement dans la partie vivante, dans l'aubier. On a aussi certaines larves qui peuvent dégrader un petit peu de cellulose, mais en général, on a, en fonction des organismes, une assez faible activité cellulolytique. Alors, ces organismes lignivores, ces insectes à larves xylophages se retrouvent essentiellement dans l'aubier. On peut les retrouver aussi un petit peu ailleurs pour les essences qui sont faiblement duraminisées. Ici, par exemple, un Hesperophanes que vous n'avez certainement jamais vu à Nantes, puisqu'on le trouve essentiellement sur le pourtour méditerranéen, qui lui va croquer du chêne vert. Du coup, vous voyez ici, hop, le duramen de chêne vert, il va bien, et par contre, hop, 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 la larve, elle a fait des gros trous. Alors, le cycle de vie, ça fonctionne comme ça. On a un adulte femelle et un adulte mâle qui vont se reproduire. Les adultes ne se nourrissent pas, ils ne vivent que quelques semaines et souvent, ils vivent de leur réserve, ils ne se nourrissent pas. Ils vont pondre des œufs sur la surface du bois, sur les petites craquelures par exemple. Ces œufs, ils vont mettre, bon, ça dépend des organismes, on va dire de l'ordre de quelques semaines pour devenir des larves. Donc les œufs vont utiliser les réserves, vont devenir des larves, et ce sont les larves qui vont croquer le bois. Les larves vont se déplacer, croquer le bois, faire des galeries, digérer les grains de cellulose, éventuellement digérer, je vous prie de m'excuser, les grains d'amidon, éventuellement un petit peu de cellulose. Et là, vous voyez, le capricorne, en fait, lui, il a une appétence pour les résineux. Donc ici, c'est un morceau de pain avec un aubier extrêmement dégradé et un duramen à peu près intact. Les larves de capricorne, pour vous donner une idée, peuvent rester entre 2 et 5 ans dans le bois. Tant que votre larve, elle est dans votre poutre de pain, il ne se passe rien, vous ne voyez rien. Et puis, la larve, ensuite, elle va avoir engrangé suffisamment de réserves, elle va se muer et elle va devenir une nymphe. Donc, elle va se rapprocher de la surface, faire une petite loge nymphale, et puis ensuite, hop, un petit trou, et vous aurez un capricorne adulte. Et en fait, vous, en tant qu'utilisateur, tout ce que vous allez voir, c'est le trou, la vermoulure, vous voyez assez rarement l'insecte, et là, c'est trop tard, les dégâts sont là. Donc ça, ce sont des insectes à larves xylophages. Et puis, on a aussi, je vous en ai parlé, les termites. Les termites, ça ne fonctionne pas de la même manière. D'accord ? Là, on n'a pas des insectes qui vivent de manière, je dirais, entre guillemets, individuelle. On est face à une société, donc c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ce sont des insectes sociaux. Ce sont des blatoptères, on vient de changer la classification, qui vivent avec une termitière, c'est-à-dire que vous avez des termitières qui peuvent être dans le sol, vous pouvez avoir des termitières qui sont dans les arbres, etc. etc. Vous êtes peut-être habitué à voir ce genre de termitières. Donc en France, on a des termites souterrains qui vivent dans le sol, on a effectivement des termitières, mais en revanche, vous ne verrez jamais ce genre d'édifice. Alors il y a plein d'espèces de termites différents. Et on estime qu'il y a à peu près une centaine qui s'attaquent au bois d'œuvre. Alors les termites, c'est pas forcément de mauvais augure, hein. Quand vous êtes dans des régions
subsaharienne, par exemple, c'est très bien d'avoir des termites dans votre sol, puisque les termites vont creuser des petites galeries, vont pouvoir descendre jusqu'à 50 mètres au niveau d'un petit peu d'eau, récupérer l'eau, revenir. Donc c'est super bien parce que ça aère les sols, ça ramène de l'humidité, ça fait du mouvement, etc. etc. C'est super, mais quand votre maison elle est croquée aux termites, c'est moins chouette. Alors, comment ça marche, les termites? C'est pas comme les coléoptères, c'est pas comme le capricorne qu'on a vu tout à l'heure. La larve, elle a la même tête que l'adulte, à quelque chose près, ça se ressemble beaucoup, c'est juste une question de taille, d'accord? Donc, vous avez le roi, la reine. Alors, la reine, avec, ici, qui a un abdomen extrêmement développé, puisqu'elle va pondre des œufs toute sa vie, on va dire. Elle va pondre des œufs, on va avoir des petites larves, vous avez plusieurs stades larvaires, et ensuite, en fonction des besoins de la termitière, vous allez avoir des ouvriers, des soldats ou des nymphes. Alors les ouvriers, comme leur nom l'indique, eux, pof, 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 ils creusent les galeries, ils vont chercher le bois, ils vont croquer le bois. Alors c'est pareil, dégradation du bois avec des mandibules, mais c'est pas comme les coléoptères de tout à l'heure. On a vraiment à l'intérieur du tube digestif des termites une vraie bioraffinerie, c'est-à-dire que vous avez des flagellés, des bactéries, etc., qui vont digérer le bois pour scinder la cellulose en sucre. Ensuite, cet ouvrier va donc avoir cette pâte sucrée, on va dire, de digérer, et en fonction des termites, vous allez avoir une goutte de l'anus à la bouche ou de la bouche à la bouche, en fonction des espèces, et les autres membres de la termitière vont se nourrir, vont absorber cette petite pâte sucre, cette pâte qui va finalement contenir du glucose. Hein. Vous savez, la cellulose, c'est un polymère de glucose, d'accord ? Et c'est ce qu'on appelle la trophalaxie. Donc ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des organismes, des organismes qui sont extrêmement organisés et qui sont aussi extrêmement versatiles. C'est-à-dire qu'on a des soldats qui ont une tête hypertrophiée, clac, 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 ils ont des grosses mandibules, ils vont se défendre contre les fourmis, par exemple. Ils vont aussi prévenir une petite galerie s'effondre, top, top, top. Je tape avec ma tête, je préviens les autres que ça va s'effondrer ou que ça s'est effondré. Il n'y a pas d'autre communication que la communication chimique ou la communication acoustique chez les termites. Tout le monde est aveugle. Ensuite, on a ces ouvriers qui vont creuser, chercher le bois, croquer le bois, nourrir tout le monde. Et puis, on a aussi des nymphes. Alors, les nymphes, elles ont le beau rôle, les nymphes, je vais vous le dire. Elles ne font pas grand-chose et elles font des réserves. Et elles font des réserves parce que, au gré des saisons, en fonction de la température et de l'humidité, à un moment donné dans la saison, ces nymphes, elles vont muer, elles vont devenir sexuées, c'est-à-dire qu'on va avoir des mâles ou des femelles. Elles vont se pigmenter, comme ici vous pouvez voir. Les ailes vont pousser et elles vont essaimer. Alors ça vole très très mal, hein, ça essaime. Donc en gros, quand monsieur et madame termite se cognent le long d'un arbre, c'est un peu ça, ils tombent, s'ils ne sont pas trop loin, ils vont fonder une nouvelle termitière. Vous allez avoir un nouveau couvain, d'accord? Ça va devenir à nouveau un roi et une reine. Ils sont tout seuls, donc les premières générations, ils s'occupent de tout le couvain eux-mêmes, et puis après, quand la termitière est suffisamment pleine de petits individus, après, ils font que roi et reine tout seuls, d'accord? Ils ont ça à plein temps comme métier. Donc, ce qui est important, c'est que vous pouvez vous imaginer qu'on est à des milliers, voire 1,5-2 millions d'individus par termitière. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts possibles. Et ce qui est aussi très important de savoir, c'est que les termites sont capables de traverser des matériaux pour accéder au bois qui est derrière. Ça veut dire traverser des câbles, ça veut dire traverser un peu de béton, ça veut dire traverser du plastique. Hein, ce sont des insectes sociaux, donc on doit accéder à la nourriture, on peut traverser un truc, c'est pas grave si on a un peu qui reste sur le côté, du moment que la termitière puisse accéder à la ressource trophique. Hop, ça fait des dégâts, donc là vous voyez des petits cordonnets, parce que les termites c'est tout mou, c'est tout mou et ça n'aime pas être déshydraté. Donc ici, vous voyez, un petit cordonnet, c'est du mucus, un peu de sable ou un peu de terre, ça fait un petit tunnel et ça passe dedans. Ça reste à l'abri de la lumière, hein, puisque ce sont des insectes lucifuges, ça leur évite d'être desséchés et ça leur permet d'explorer un petit peu partout. Pour plus d'informations, il y a un observatoire national termite,
Vous avez les infos ici, et là, ce sont toutes les zones termitées en rouge en France. Et donc, enfin, une propagation des termites par essaimage, ou sinon, on peut avoir, je vous montre une dernière fois, on peut avoir par bouturage, c'est-à-dire que j'ai un petit soldat qui va faire un petit tunnel, et puis ça va s'effondrer, mais il y a plein de... Pardon, j'ai un petit ouvrier qui va faire un petit tunnel, mais j'ai suffisamment d'ouvriers qui vont rester là, ils sont finalement bien nourris, et ben ils vont pouvoir ils vont pouvoir pondre et faire une nouvelle colonie. Les nymphes, par exemple, elles peuvent aussi devenir des néoténiques. C'est-à-dire que moi, à Montpellier, dans des élevages, j'ai pas de roi et de reine, j'ai plein de nymphes. Je les nourris bien, je les embête pas trop. Donc par parthénogénèse, en fait, les nymphes vont pouvoir redonner des œufs. Donc c'est en ça où je vous dis que ce sont des insectes qui sont quand même relativement versatiles. Hop. Et maintenant que j'en ai fini pour les insectes, je laisse la parole à Arnaud pour les champignons. Pardon. Donc, bonjour à tous ou rebonjour. Donc là, on va passer sur les champignons. Donc, pour commencer, pour vous introduire un peu cette notion, les champignons lignivores, c'est quand même le premier organisme de dégradation du bois d'œuvre, donc du bois dans l'habitat. Donc ça, c'est juste l'évolution des chantiers entre 2012 et 2015. Pourquoi il n'y a pas après 2015 ? Parce qu'on n'a plus vraiment les valeurs de ces chantiers, parce que ça prend vraiment en importance. Ce qu'il faut voir, c'est que les catégories augmentent, qu'il y a vraiment plus de départements concernés. Et que la fréquence des chantiers est en augmentation, et ça c'est vraiment lié aussi à tout ce qui est déploiement de l'isolation dans les bâtiments, isolation thermique par l'extérieur, isolation intérieure, mauvaise mise en œuvre, point de rosée dans les cloisons, etc. Et comme l'a dit très bien Marie-France, s'il y a de l'eau dans le bois, va y avoir des champignons, c'est comme vous quand vous allez en chercher en forêt. Alors, les plus courants, donc, que ce soit dans les pays d'Europe ou en France, on va retrouver la mérule, on va juste en parler un tout petit peu, le coniophore des caves, et puis le Donchioporia, donc le coniophore et le Donchiopora expansa. C'est des champignons de pourriture brune ou blanche, on va voir ça juste après, comment on les divise. Sachez qu'ils causent des dommages structurels vraiment très importants, c'est un effondrement des structures, on doit reloger les personnes, c'est quand même des impacts assez importants, et économiquement, quand les structures sont mal réalisées, qui conduisent à des dommages, et que vous êtes l'entreprise responsable, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros. Donc pour une entreprise, une petite PME, ça peut avoir un impact non négligeable d'avoir cette responsabilité jugée au tribunal civil. Les chiffres qui viennent de là, les chiffres qui sont présentés ici, c'est les chiffres qui viennent d'un expert à la Cour d'appel de Strasbourg. Donc ça vous montre l'importance aussi connectée en termes de responsabilité pour les champignons. Alors, les champignons, qu'est-ce que c'est? Parce que je ne sais pas si vous vous intéressez un peu à tout ça. Alors c'est des organismes qui n'ont ni feuilles, ni tiges, ni racines, ils n'ont pas d'organes différenciés, on parle de talophytes. En clair, c'est des organismes qui sont faits de filaments. Quand vous mangez un champignon, donc quand vous mangez le carpophore, le chapeau d'un champignon, vous mangez des filaments qui sont entremêlés en fait. Et des filaments s'appellent des ifs, donc, comme montré là-haut. Et dans ces filaments, il y a des noyaux, il y a différents types d'organites. Et la paroi des champignons, elle a une particularité, c'est qu'elle contient de la chitine. Donc ça, c'est une paroi qui est relativement rigide, c'est la même chose que dans les insectes. Donc ça, vous en avez déjà peut-être entendu parler. C'est une paroi qui est relativement complexe, mais il y a un truc super important à savoir, c'est qu'un champignon, ça ne fait absolument pas de photosynthèse. Donc ça a besoin de se nourrir par absorbotrophie. Donc ça n'a pas de petites mandibules, ça n'a pas des dents comme nous. Par contre, ça a tout un arsenal chimique pour aller dégrader le bois. Et qu'est-ce qu'il va chercher dans le bois, le champignon? Il va chercher le carbone, donc il va chercher le sucre, donc principalement le glucose, donc la cellulose. Certains autres sont capables d'assimiler la lignine. On va voir ça juste après. Alors d'abord, les principales causes de pathologie, qu'est-ce qui permet l'apparition des champignons dans le bois? Parce qu'il y a un lien très très fort entre l'apparition des champignons dans le bois et le taux d'humidité. Alors déjà, par exemple, le manque de protection lors du stockage. Alors le stockage après sciage ou stockage justement quand on arrive sur chantier. Vous avez entendu parler pendant le GDR des problèmes, notamment avec les architectes canadiens.
des problèmes de développement de champignons sur les produits bois. Alors là, on est en plein dedans. Quand vous avez des chantiers qui ne sont pas protégés, des charpentes qui arrivent, qui restent trop longtemps à l'humidité, on peut avoir de la dégradation qui commence ou de l'implantation de champignons. Voilà, donc ça c'est les points 1 et 2. Après, quand le bois est mis en œuvre, s'il n'est pas mis en œuvre correctement, si la prévention constructive est mal faite, donc les débords de toiture qui ne sont pas faits, du contact avec le sol, avec la mauvaise préservation, etc., on va avoir des dégâts parce que c'est pas fait correctement et on va avoir une montée en eau donc qui va être entre 20, enfin supérieure à 20 ou 30%, donc on va passer au-dessus du point de saturation des fibres et là on va avoir l'apparition de pathologies et une fois que le champignon commence à attaquer, tant qu'il y a de l'eau, eh ben, il continue. Alors justement, on distingue deux grands types de champignons. Donc ceux qui sont sur le bois ou dans le bois mais qui ne dégradent pas la structure, qu'on appelle les champignons limicoles. Alors eux, ils ont besoin de beaucoup d'humidité, donc de l'eau liquide même en surface. Donc c'est les champignons de bleuissement, donc ils se développent aussi dans l'aubier principalement, ou les champignons de moisissure, donc qui eux causent des problèmes de qualité de l'air intérieur, qui peuvent avoir un risque sur la santé, provoquer des pathologies respiratoires, donc souvent dans les murs ossatures, derrière les isolants, donc avec des problèmes de ventilation des murs, problèmes des murs perspirants. Et puis après, on a les champignons lignivores ou saproxylophages, donc qui se nourrissent littéralement de matière organique ligneuse morte, donc plus d'arbres vivants. Et là, on a les pourritures. Alors on a les pourritures brunes, blanches et molles. Donc comme vous le voyez, les degrés d'humidité du bois sont différents. Et pour les pourritures molles, il y a une condition supplémentaire. Il faut qu'il y ait un peu d'azote dans le matériau. Donc on s'adresse là soit à du panneau de particules, soit à du bois en contact avec le sol ou avec des très forts taux d'humidité et de matière organique. Donc typiquement, le pied de poteau sans connecteur métallique, c'est un parfait terrain pour les pourritures molles. Donc ils vont utiliser tous ces champignons-là, ils vont utiliser la lignine, la cellulose et les hémicelluloses, donc les macropolymères du bois, ce qui fait la structure même de la paroi du bois comme source de nourriture. Et forcément, comme ils vont le manger, ça va faire une perte de résistance mécanique. Alors juste un petit point pour en parler, parce que c'est quelque chose qui peut être utilisé en design, en tournage, mais qui ne doit pas être utilisé en structure. Donc on a parlé de champignons qui causent des altérations superficielles, il y en a d'autres qui causent des altérations structurelles, et il y a ceux qui sont entre les deux, qui sont en fait un groupe de champignons très hétérogènes qui causent ce qu'on appelle le spalting ou l'échauffure. Vous avez peut-être entendu déjà parler de ça. Alors c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'on a de l'apparition de couleurs jusqu'à l'apparition de zones ou de dégradation partielle du bois. Alors ça peut être très esthétique, mais on ne peut plus utiliser ce bois-là en structure, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Les différentes altérations, elles sont causées par la présence de pigments ou par des interactions entre deux espèces de champignons qui vont faire un peu des murs entre eux. Donc, voilà. Et on a des dégradations mécaniques très fortes. Alors, les champignons saproxylophages, donc ceux qui vont vraiment manger le bois, qui vont vraiment le dégrader, alors par différents mécanismes qu'on va voir juste après. On va commencer avec les pourritures brunes. Alors les pourritures brunes, je vous ai remis ici un bloc diagramme où on voit l'abondance relative des différents polymères dans une paroi de bois pour bien comprendre ce qui se passe. Quand on a de la mérule par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des gros dommages structurels. Vous passez littéralement à travers la structure, ça s'effondre vraiment, il y a des gens qui tombent d'un étage, c'est arrivé à certains de nos étudiants. Voilà, et ça cause au niveau du bois l'apparition de cubes. Alors pourquoi ça fait des cubes? Parce que ces champignons se nourrissent majoritairement de cellulose et d'hémicellulose, donc les sucres du bois. Si vous enlevez les sucres du bois, vous allez avoir une diminution de l'épaisseur des parois, c'est ce qui est noté là-bas, et vous avez un bois qui va devenir très cassant. On va augmenter la rigidité du matériau, on va se retrouver dans la même situation que quand vous mettez une bûche dans le feu. Et donc le bois va casser selon les plans de faiblesse, c'est-à-dire les limites de cerne et les rayons ligneux. Donc vous vous souvenez de l'orthotropie du bois, d'où l'apparition des cubes. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que vous voyez que le bois devient beaucoup plus brun. Oui, vous avez enlevé majoritairement la cellulose et les hémicelluloses. Qu'est-ce qui reste dans le bois? La lignine. Et la lignine, c'est ce qui donne la couleur brune au bois. D'où le nom de pourriture brune ou pourriture cubique, parce que ça fait des cubes et que le bois devient brun. Mais en aucun cas, le champignon est brun. Les filaments de champignon, ils restent toujours transparents, blancs, tout fins, voilà. Les autres qui sont aussi très dégradants,
Si les pourritures brunes s'attaquent majoritairement aux résineux, les pourritures blanches, elles, s'attaquent majoritairement aux feuillus, parce qu'elles préfèrent ça en termes de composition. Et elles ne vont pas tout à fait faire la même chose. Alors, c'est les seuls organismes sur Terre qui sont capables d'assimiler l'ensemble du matériau bois, c'est-à-dire la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. Parce que la lignine, c'est ce qui rend le bois relativement difficile à dégrader par les micro-organismes. Il ne faut pas oublier que c'est des polyphénols, c'est des trucs pas très sympas pour la biologie. Et là, on a deux types de pourritures brunes, de pourritures blanches, sans rentrer dans les détails. Il y a celles qui vont être sélectives, donc qui vont s'attaquer majoritairement à la lignine et qui vont laisser le reste à peu près tranquille. Et puis il y a celles qui sont non sélectives, qui sont très très fins, et celles-là, elles vont tout manger. Elles vont manger la cellulose et la lignine. Donc là, on va avoir la diminution de l'épaisseur des parois, mais aussi la perte de cohésion entre les cellules. Donc les premières, celles qui s'attaquent uniquement à la lignine, c'est comme si vous aviez un mur de briques, mais sans le mortier qui tient les briques. Donc quand vous poussez, il y a tout qui tombe. Et les deuxièmes, il suffit de regarder une petite photo là, en microscopie électronique à balayage, il n'y a plus de structure, quoi. C'est tout dégradé. Donc là, on a une très très forte diminution de la résistance mécanique. Et l'explication de la pourriture blanche, du non-pourriture blanche, se fait par le fait que comme ça dégrade la lignine, on a un bois qui contient beaucoup plus en proportion de cellulose et d'hémicellulose, donc il devient beaucoup plus blanc. Donc lui, il devient plus blanc que celui d'avant, d'où le nom pourriture blanche. Et pourriture fibreuse, parce que comme on enlève la colle qu'il y a entre les cellules, on peut défibrer très facilement le bois, ça se reconnaît très très facilement. Puis le troisième type, c'est les champignons de pourriture molle, alors qui attaquent aussi la cellulose et les hémicelluloses majoritairement, mais c'est des champignons qui vivent majoritairement dans le sol et qui interagissent avec des bactéries. Donc en fait, les bactéries, c'est des organismes tout petits qui font 1 micromètre, donc qui sont 100 fois plus petits qu'un de vos cheveux, et qui vont venir interagir, vont collaborer activement avec les champignons pour creuser des tunnels ou dégrader la surface des parois. Elles utilisent même les filaments de champignons, comme on le voit ici, comme des autoroutes pour se déplacer dans le bois, parce que le bois, c'est quand même un milieu très hétérogène. Il y a de l'eau, il y a du vide, et une bactérie, ça ne sait pas sauter, ça n'a jamais fait les JO. Donc pour passer typiquement de là à là, ça ne sait pas faire. Par contre, un filament de champignon qui est entre les deux, ça fait une super autoroute pour glisser, et donc pour aller attaquer de l'autre côté. La bactérie va commencer à dégrader la paroi, elle va interagir avec le champignon, qui lui va creuser des tunnels aussi. C'est ce qu'on voit ici, là on a les petits filaments de champignons. Et puis ça fait quelque chose, après une structure comme ça, là où le champignon rentre dans la paroi, et on a un bois qui se transforme en éponge. Et ça, c'est très dommageable, parce que finalement, vous avez augmenté la porosité de votre matériau, vous avez quelque chose de très très spongieux, donc les montées capillaires d'eau dans le bois vont être accrues, donc votre humidité dans le bois va se déplacer, donc vous allez pouvoir avoir un effet boule de neige, vous allez permettre l'implantation d'autres champignons de pourriture, brunes et blanches, et puis ça va entraîner une dégradation plus rapide de votre matériau, et vous allez avoir des effondrements de structure. Vous retrouvez ça majoritairement soit dans les pieds de poteaux, soit dans les fondations bois aussi, qui ne sont pas du tout anecdotiques. Et si on regarde, là on a vu les différents organismes de façon séquentielle, mais si on regarde ce qui se passe dans la vraie vie, on prend un bout de bois, on le met dans le sol, donc en classe d'emploi 4, comme vous l'a expliqué Marie-France, on va trouver tout finalement. Là on a pris du hêtre, on l'a mis dans un sol juste devant l'école, on n'a pas fait un truc très compliqué. Alors on trouve du bois sain, on trouve de la pourriture molle, on trouve de la pourriture brune, de la pourriture blanche non sélective, et même de la pourriture blanche sélective. Et on voit même les interactions, si on regarde un peu plus près, on voit même les interactions entre les champignons et les bactéries de façon très nette. Et on arrive même à dire que plus il y a de bactéries, plus il y a de dégradation active à certains endroits. Donc on n'a pas du tout cette notion d'attaque de l'extérieur vers l'intérieur, mais plutôt des patchs de dégradation qui ne sont pas forcément faciles à diagnostiquer. Donc quand vous faites des tests au Sylvatest ou des choses comme ça pour faire du contrôle non destructif, si vous passez à côté des patchs, vous ne voyez rien du tout. Donc ça, c'est toute la difficulté. Alors après, on peut se poser la question, comment font les champignons, puisqu'ils n'ont pas de dents, ils n'ont pas de mandibule, mais comment ils font pour dégrader le bois? Alors, de façon assez simple, si on travaille en laboratoire, on peut caractériser deux zones d'action principales. Donc on a ici la pointe des filaments, donc on est ici. Et alors ce qui se passe ici, c'est que le champignon, il envoie tout un tas de molécules par un mécanisme qui est schématisé ici. Pas de panique, je ne vais pas rentrer dans la chimie. En gros,
ce que je voulais juste vous montrer ici, c'est qu'il utilise le fer, mais pas que. Il utilise aussi d'autres minéraux, donc typiquement les minéraux qu'on peut trouver dans le béton, par exemple, pour faire des espèces activées d'oxygène. Et ça marche exactement comme des grenades. Donc ça va venir casser les molécules de façon complètement aléatoire, selon où ça tombe, dans le polymère. Donc ça va ouvrir la matrice du bois et ça va permettre l'accès à des machines qui vont venir couper, qu'on appelle des enzymes. Donc c'est des catalyseurs, c'est des choses qui accélèrent une réaction qui se ferait de toute façon, mais de façon très très lente. Là, ça va accélérer de façon très rapide, ça va transformer plusieurs milliards de molécules en quelques secondes. Et donc ça va venir couper comme ça, tac, 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 les polymères en plein de petites unités. Et ça, après, dans la partie un peu plus à l'arrière, donc plutôt vers ici, là, le champignon va pouvoir littéralement manger, assimiler ces molécules. Donc il a du sucre. À partir du moment où il a du sucre, c'est comme nous, quand on mange tous nos aliments, on les transforme en sucre. Et une fois qu'on a du sucre, on va beaucoup mieux, on peut réfléchir, on peut courir, on peut faire tout ce qu'on veut. Et lui, il peut retransformer ça pour faire de la paroi, il peut faire d'autres enzymes et il peut accélérer son métabolisme. Et là, je vous ai juste mis une vision en microscopie électronique à balayage, des petits cristaux qui sont générés pour détoxifier les molécules qui sont toxiques, qui viennent du bois. Donc le champignon a trouvé une parade, il les piège dans des cristaux d'oxalate, comme ça. Et ça évite qu'ils soient attaqués par exemple par des bouts de lignine ou d'autres molécules, même des molécules de préservation, des produits de préservation. Ce qu'il faut considérer quand on considère l'attaque d'un bois par les champignons, c'est la dégradation des polymères. Alors ils ne se font pas à la même vitesse. Donc si on regarde le temps de dégradation en fonction, le contenu en polymère en fonction du temps de dégradation, on voit que les hémicelluloses qui sont responsables en grande partie de l'élasticité se dégradent très très vite, de façon logarithmique. On a une dégradation linéaire de la cellulose, et pour les pourritures brunes, la lignine, elle n'est quasiment pas dégradée. Mais elle est un petit peu touchée quand même, parce qu'il faut quand même l'enlever pour accéder à la base, à ce qu'il y a en dessous. Et alors un truc aussi qui est rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de normes qui parlent de perte de masse pour évaluer la dégradation par les champignons. Et si on regarde le lien entre perte de masse et perte de résistance mécanique, donc ça c'est le module à la rupture, en fonction de différents champignons, donc les pourritures blanches, elles sont ici, c'est les ronds blancs, donc là tout va bien, c'est plutôt linéaire si on trace une droite de régression. Par contre, si on regarde deux pourritures brunes qui sont très différentes en termes de fonctionnement, on voit qu'on a quelque chose de biphasique là, et donc pour 10% de perte de masse, on a une perte de résistance mécanique qui peut être comprise globalement entre 20 et 80%. Donc ce n'est pas du tout corrélé de façon linéaire. Donc il faut faire très très attention quand on veut essayer de relier les deux. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a dans cette résistance mécanique un rôle très important des hémicelluloses, mais qui descend très vite. Et la proportionnalité n'est pas tout à fait garantie. Pour les petites bestioles, je vais encore parler des térébrants marins. Donc là, on passe, juste pour vous dire un mot là-dessus, vous n'êtes quand même pas trop loin de la mer. Moi, je viens des Vosges, la mer, c'est un petit peu plus loin. Et du coup, là, en milieu littoral, on peut avoir, ou même sur les bateaux, on a cette problématique qui est assez forte, d'attaque du bois par des organismes qui vivent dans l'eau. Alors, les organismes qui vivent dans l'eau, il y a deux grands groupes. Alors, les mollusques, comme les moules, les huîtres, etc., les mollusques bivalves, qui sont les tarés, c'est pas parce qu'ils sont fous, ils s'appellent comme ça. Et les pholades, donc eux, ils ont une petite tête là qui est capable de creuser des trous dans le bois. Et comme on est dans du bois qui est dans l'eau, ils renforcent les galeries, ici, par du calcaire. Donc c'est comme quand vous faites le tunnel sous la Manche, si vous ne mettez pas du béton, il y a tout qui s'écroule. Et pour les tarés, c'est exactement la même chose. Comme ils ont un corps qui est très mou, plutôt que de se faire écraser par le bois qui est dans l'eau avec la pression, etc., parce que c'est très sensible comme bestiole, ça renforce avec du calcaire. Donc ça, les galeries sont très très caractéristiques, elles sont visibles en tomographie rayon X très facilement. Les pholades, elles font juste des trous et elles restent dedans, mais ça dégrade fortement, par exemple, les poteaux pour les pontons de port. C'est assez caractéristique. Et les autres, c'est les crustacés. Donc les crustacés, ça vous connaissez, les crabes, les homards, tout ça. Il y a des tout petits trucs, comme les cloportes, mais dans l'eau, qui s'appellent des limnories. Et là, on a des organismes animaux qui sont capables d'assimiler le bois. Donc elles mangent le bois
elles sont plutôt dans la zone intertidale, la zone de balancement des marées en fait. Et là, on va avoir une dégradation en diabolo, en sablier, comme vous voulez. Et ça va vraiment affaiblir très très fortement les structures, puisqu'elles creusent dans le sens du fil du bois, juste sous la surface. Et puis peu à peu, avec le balancement des vagues, on va avoir du décrochement finalement du bois. Et ça va faire un aspect très diabolo, très affiné des choses. Et on continue avec la durabilité pour faire durer un matériau biodégradable. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêts à relever le challenge, hein? Vous avez fait le panorama de toutes les petites bêtes qui veulent croquer le bois en fonction de l'humidité du bois, en fonction de l'endroit où vous allez mettre le bois. Donc là, on compte sur vous pour relever le challenge. Alors, il va effectivement falloir qu'on fasse durer ce matériau. Par exemple, si vous avez un bâti, hein, le bâti, on fait passer à la maison pour 3 ans. En général, le bâti, c'est un minimum de 50 ans. Alors, vous n'êtes pas seul, hein, parce qu'on se pose tous la même question. Et il y a des outils qui nous aident aussi à structurer la manière dont on va pouvoir penser à comment mettre notre bois en œuvre. Alors il y a des normes, donc les normes la norme sur les classes d'emploi, on l'a vu, c'est le N335, et puis vous allez avoir cette norme aussi qui est une norme française avec les risques biologiques associés. Alors il y a une norme française particulière parce que en France on a des territoires d'outre-mer qui sont en zone tropicale, hein. Tout le monde n'est pas au Kerguelen par exemple, on a des collègues qui sont en Guyane ou à La Réunion ou en Guadeloupe, et là on va avoir des risques biologiques qui vont être très particuliers, donc ils sont décrits dans cette norme. Et puis vous allez avoir les DTU, hein, les documents techniques unifiés, comment je fais un bardage, je fais un platelage, comment je le mets en œuvre, etc. etc. Ça va vous aider à concevoir comment vous allez mettre votre bois en œuvre. Et puis on en reparlera un petit peu plus tard. Ce fascicule de documentation, c'est pour la performance de votre produit bois. Donc maintenant, vous avez vu, on a un super matériau. C'est vraiment génial d'utiliser du bois. On a plein de petites bêtes qui sont choupi-choupi, mais quand même qui croquent le bois. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors, ce qui est intéressant dans le bois, c'est que vous savez qu'on a plein d'arbres différents, on a plein d'essences différentes et on a donc plein de bois différents. Et certains bois ont une propriété intrinsèque, une propriété de durabilité naturelle et qui leur est propre sans qu'on mette un produit de protection du bois, un produit de préservation. Vous avez tous entendu parler de la protection, de la préservation du bois. Alors cette durabilité naturelle, on va voir tout à l'heure, elle est uniquement dans le duramen. L'aubier, il n'y a pas d'extractible, et donc ce sont les extractibles qui sont liés à la durabilité naturelle. Alors il y a une norme aussi qui peut vous aider. C'est la norme EN350 qui vous explique comment faire un échantillonnage, comment évaluer cette durabilité naturelle. Moi, c'est des choses que je fais très régulièrement dans mon laboratoire. J'évalue la durabilité naturelle et puis je remplis les petits tableaux. Je fais passer ça au comité de normalisation qui valide. On met une nouvelle essence. Vous avez entendu parler d'essences secondaires, par exemple, qu'on essaie d'utiliser. Ces essences secondaires sur lesquelles on n'a pas beaucoup de recul, il faut bien classer leur durabilité naturelle. Donc, dans cette norme, vous allez avoir plein de données sur plein d'essences et sur les caractéristiques de densité, d'origine, de durabilité naturelle. Ça peut être, là vous voyez, la durabilité naturelle vis-à-vis des champignons, vis-à-vis du capricorne, des termites, si on peut traiter l'aubier, le duramen, etc., etc. Donc là, vous avez une source d'infos importante. Alors la durabilité naturelle, vous avez un arbre qui va pousser, un arbre avec un patrimoine génétique qui va pousser dans un environnement donné. Et en fait, la durabilité naturelle, elle va être donnée par plusieurs facteurs. Alors, un petit peu son anatomie, mais pas toujours. Par exemple, si vous avez des essences avec des tiles, hein, les tiles, ça va boucher un peu les lumens, enfin, c'est une anatomie particulière, vous pouvez avoir un petit peu plus de durabilité. Vous avez la densité, on a tendance à dire que les bois très denses sont très durables. C'est un peu vrai, mais c'est pas toujours vrai. Et je dirais même que c'est vraiment pas toujours vrai, donc attention aux grandes généralités. Surtout, ce qui est important, c'est la composition chimique. La lignine, hein, vous avez vu tout à l'heure, les insectes ne vont pas dégrader la lignine et les champignons, il n'y a que quelques champignons particuliers qui sont capables de dégrader la lignine. Donc une forte quantité de lignine peut apporter une certaine durabilité. Surtout, ce qui apporte la durabilité, ce sont les extractibles, hein, dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont dans le duramen. Alors vous avez plein de familles variées, les tropolones chez le cyprès, les tanins, vous avez tous entendu parler des tanins du chêne, du châtaignier, les quinones du teck, c'est plein de choses. Et ça, je pense que ça mériterait sincèrement une autre masterclass. Et puis vous avez aussi dans les éléments minéraux la silice.
La silice, c'est extrêmement désaffûtant quand vous coupez votre bois, mais si je suis un petit insecte qui croque ou un taret qui croque, ça va pas être très agréable. Donc les bois qui sont très siliceux sont souvent plus résistants aux insectes et aux térébrants marins. Ah ben c'est bien joli, hein. Alors du coup maintenant on a des bois variés avec une durabilité naturelle dont on peut trouver des données dans cette EN 350. On sait qu'on va mettre le bois, on sait qu'on va mettre le bois dans une certaine classe d'emploi, mais comment je fais la connexion? Alors je peux faire la connexion grâce à une norme qui s'appelle la norme EN 460, qui va vous donner les correspondances entre, alors je suis désolée, ça s'appelait classe de risque avant, mais c'est classe d'emploi, donc attention, c'est des choses que dans les normes, vous avez des modifications, mais donc attention aussi à ça plus tard dans votre métier. Donc vous avez les classes d'emploi et les classes de durabilité, c'est-à-dire que je suis en classe de, j'ai un bois qui est très durable, classe de durabilité 1, je peux le mettre jusque dans une classe de risque 4 en contact avec le sol. Donc ça vous donne une correspondance. C'est une façon de penser les choses. Alors du coup, là, on a parlé de la durabilité de mon bois, mais ensuite, votre bois, vous allez le mettre en service et vous allez avoir besoin de la performance, de votre durée de service et de la performance. D'accord? On va passer sur une échelle de combien de temps ça va durer. C'est encore une autre échelle. Donc on n'a pas de document normatif au niveau européen, parce que vous imaginez que ce qui est vrai là n'est pas vrai là. Donc déjà, c'est pas facile d'avoir un document normatif où tout le monde soit d'accord. Alors vous imaginez les performances, c'est très très compliqué. En France, vous avez ce petit fascicule de documentation qui peut vous donner beaucoup d'informations sur les performances attendues du bois en fonction des durées de service. Et puis alors, du coup, vous vous rappelez, tout ça maintenant, ça s'articule bien dans vos esprits. Vous avez tous ces documents qui pourront vous accompagner plus tard. Et puis, il y a aussi quelque chose de super important. Je vais choisir mon bois, j'ai telle classe d'emploi, donc je sais que j'ai tel problème biologique qui vont éventuellement arriver, mais je sais que j'ai une essence durable, etc. etc. Eh bien oui, mais mon bois, je vais quand même avoir des dispositions constructives. Donc, vous vous rappelez le bois, un chapeau, des bottes. Plus c'est sec, mieux c'est. D'accord ? La première chose qu'on fait pour protéger le bois, c'est le sécher. Donc vous allez avoir tout ça à prendre en compte, vous allez avoir un super projet bois, vous allez faire plein de choix et tout, mais ce qu'il faudra bien vous dire, c'est que vous allez aussi avoir un budget. Et en général, c'est les sous qui gagnent. Donc du coup, vous allez pouvoir utiliser un bois avec une certaine durabilité naturelle. Et puis si ça ne rentre pas dans l'enveloppe, vous pouvez penser à de la durabilité conférée, c'est-à-dire protéger votre bois. Et ça, c'est l'objet d'une autre masterclass. Alors pour terminer rapidement, en résumé, on espère que ça vous a plu, la durabilité naturelle, parce que en 1 heure, c'est super compliqué, c'est très transversal, ça fait appel à plein de souvenirs de biologie, de chimie, de plein de choses. Évaluer la durabilité naturelle, c'est important. On a essayé de vous donner des outils pour voir où vous pourriez retrouver des données. Il faut savoir aussi que on a des arbres différents, des essences différentes, plein de variabilités, mais aussi à l'intérieur d'une essence, on a de la variabilité. Il faudra bien que vous pensiez ensuite à la durabilité naturelle, comment vous allez mettre en œuvre un bois naturellement durable et quelle sera sa performance, ce sont des choses différentes. Il y a l'importance du vieillissement, donc on vous a parlé votre ouvrage il va vieillir, il va y avoir le soleil, il va y avoir du grisaillement, des choses comme ça. Ça, c'est des choses différentes, mais ça peut aussi entrer en compte dans des systèmes de durabilité, de performance. Et puis de plus en plus, on essaie de faire des prédictions, c'est compliqué d'essayer de prévoir, etc. etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des produits de construction, on va bientôt devoir donner pour chaque produit de construction une durée de vie moyenne et une durée de vie minimale. Et ça, il y a beaucoup de matériaux qui sont prêts et le bois, on est un petit peu loin d'être prêt, donc il va falloir qu'on s'active pour pouvoir le faire. Et voilà, n'oublions pas qu'en fin de service de votre produit bois, Arnaud vous en a parlé en conférence plénière tout à l'heure, on va devoir de plus en plus penser au réemploi
mais aussi penser à la déconstruction et au recyclage. Hein. Alors ça, c'est super, ça dure depuis longtemps, mais la niche de Kiki, peut-être que quand on change la niche de Kiki, on peut faire quelque chose de la niche. Et puis, on a aussi des tas de choses type panneaux, des produits déconstruits, reconstruits, qui sont maintenant super intéressants à utiliser. Et bien alors, en conclusion, comme le dit si bien le groupe Astéréotypie, la vie réelle est agaçante. C'est vrai que c'est agaçant parce que quand vous allez parler de bois, vous avez 3/4 des gens qui vont voir une cabane au fond du bois. Il y en a plein qui vont voir la cabane au fond du bois mais complètement dégradée. Et puis alors ça, on va vous en parler plein de fois. On va dire ouais, le bois c'est super mais quand même ça pourrit. Donc on est content de vous avoir fait cette masterclass avec Arnaud. Et vraiment, on espère que ça va changer, on compte sur vous pour que ça change et on vous remercie sincèrement de votre très très agréable attention. Merci.